Aujourd'hui dans Vintage Mécanique, François Alain s'attaque à une voiture née de la rencontre entre Fiat et Ferrari. L'appel du jour est élégante, rare et avant-gardiste. La Fiat Dino. Le problème, c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, c'est sous le capot. Spécialiste automobile depuis plus de 30 ans, François a pour mission de restaurer et de revendre au meilleur prix cette Macchina Italiana. Là, je joue relativement gros. C'est qui est tout double. Pour restaurer cette perle italienne, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. C'est vrai que des coupés Fiat Dino, sincèrement, on en croise rarement. Bah non, il n'y a pas une qui démarre. Sur ce nouveau chantier, François va devoir se montrer malin et rusé pour venir à bout de cette restauration qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Ouais, elle fume un peu, ouais. Le moteur, il est fatigué, voilà, c'est tout. Bon, quand t'arrives à un âge, t'es fatigué, tu cours moins vite. Problème de compression. Surconsommation d'huile. Il y a un truc qui bloque ou quoi? Culasse encrassée. On voit que là, les flammes, elles passent sur le côté. Piston abîmé. Arbre à cam en bout de course. Réalésage des cylindres. Je pense que les cylindres, ils sont un peu ovales. Bref, un cauchemar mécanique. Non, là t'es pas dans les bons là. Ouais, il est pas bien posé là. Arrête de parler. Regarde ce que tu fais. Oui chef. Histoire de décompresser un peu, François a décidé de retrouver une amie pilote de véhicules historiques de compétition pour une escapade à bord d'une Dino Spider 2,4 litres de 1973. Ah, ça chante. Vas-y. Ça chante. Magique. Alors François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer et de revendre à un bon prix ce joyau de l'automobile qui sent bon la Dolce Vita. On rentre pas? Allez, Allons-y. on a un téléphone, une carte bleue, une bagnole. Voilà, donc, tu connais. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Eh, yes we Italy, ye le reste, la 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 la. Alors aujourd'hui dans le conteneur, une voiture italienne, très élégante, pas forcément la plus connue, et pourtant, elle le mérite. Vous avez deviné? Il s'agit du fameux coupé Fiat Dino. La Fiat Dino est un véhicule atypique dans l'histoire automobile. Dans les années 60, la toute nouvelle association Ferrari-Fiat donne naissance à une surprenante sportive, la Fiat Dino. À elle seule, elle crée une profonde évolution de la marque turinoise, puisqu'elle permet à cette dernière d'obtenir l'homologation en Formule 2 de la Ferrari Dino 166 F2. Elle permet au passage de faire monter la marque Fiat en gamme. Baptisée Fiat Dino en l'honneur de Dino Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, mort prématurément à l'âge de 24 ans et dont le prénom Alfredo est devenu Dino. Elle reprend le moteur V6 de 2 litres sur lequel il travaillait aux côtés des illustres Vittorio Jano et Carlo Chitti. Dévoilée en octobre 1966 dans sa version Spider, elle est au même moment déclinée en coupé. Une version dessinée par le célèbre carrossier Bertone en personne. Après maintes améliorations mécaniques, la Fiat Dino 2400 clôt la production en 1973. Avec seulement 7651 bolides produits, la Fiat Dino est aujourd'hui rare et très prisée. Eh bien, un coupé Fiat Dino, j'en ai trouvé un. Et ça n'a pas été une mince affaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une auto relativement rare. Mamma mia, la belle italienne. Longueur 4,50 m. Largeur 1,70 m. Hauteur 1,31 m pour 1,4 tonne sur la balance. À l'intérieur, une jolie sellerie confortable et un volant en bois. Du bois que l'on retrouve sur la planche de bord qui comporte une instrumentation complète avec cadran rond. Côté mécanique,
On retrouve un train avant avec triangle supérieur et bras inférieurs, amortisseur télescopique avec ressort hélicoïdaux et barre anti-roulis. À l'arrière, des bras obliques avec biellette transversale, amortisseur télescopique, ressort hélicoïdaux et barre anti-roulis. Pour un freinage puissant, 4 disques de frein ventilés. Moteur Ferrari 6 cylindres en V de 2419 cm3, développant 180 chevaux. Boîte de vitesse 5 rapports. 0 à 100 km/h en 8 secondes 5. Vitesse de pointe 205 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a craqué pour cette belle italienne. Reste à savoir comment il a réussi à la dégoter. Je suis tombé sur quelqu'un qui était propriétaire de cette voiture depuis un certain temps et qui a des soucis avec son moteur, qui n'a pas osé franchir le pas et qui a préféré s'en débarrasser. Je l'ai acheté 27 000 €. Si notre expert a dû claquer pas mal d'oseille pour cette dyno, c'est qu'il a entre les mains un joyau de l'automobile. Et ce n'est pas la cote qui va le faire mentir. Un joli coupé dyno comme celui-ci vaut aux alentours de 50 000 €. La version Spider peut valoir jusqu'au double, plus de 100 000 €. Niveau cote, cette bellissima vaut son pesant de cacahuètes. Et si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'achat d'une Fiat Dino, voici quelques précieux conseils. D'abord, c'est un modèle relativement rare, fait à peu d'exemplaires et donc évidemment aujourd'hui, il en reste peu également. Les pièces sont pas faciles à trouver et sont souvent un petit peu chères. Attention à la corrosion. La corrosion, ça peut rapidement être le fléau sur ce type de voiture puisqu'à l'époque, les constructeurs comme Fiat étaient peu enclins à s'intéresser à des protections anti-corrosion sérieuses. Donc il faudra forcément privilégier un exemplaire en bel état structurel qu'un véhicule déjà mangé à la corrosion parce que là, le budget implose. Après ces recommandations, il est temps pour notre expert de passer au crible l'état de santé de l'italienne. Alors au niveau du diagnostic, évidemment quand on la voit comme ça, cette petite Fiat Dino, elle est très belle. C'est vrai que j'ai de la chance, la carrosserie est en très bel état, ce qui prouve qu'elle a été méticuleusement conservée bien sûr à l'abri toute sa vie. À l'intérieur, je pense que c'est à peu près du même acabit. Franchement, la voiture est plutôt très propre et ça donne envie. Il y a quelques petits raccords à faire, mais rien de bien méchant. Globalement, elle est franchement en très très bel état. Donc le problème, c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, c'est sous le capot. Le talon d'Achille sur cette dyno, c'est donc son cœur mécanique, qui paradoxalement est une véritable référence dans le milieu de l'automobile. Le coupé Fiat Dino était équipé d'un moteur V6, le fameux moteur Dino, issu de la compétition, et imaginé par des ingénieurs de chez Ferrari. C'est un moteur pointu, et en l'occurrence, il tourne mal et il fume. Il y a donc des explications diverses et variées qui peuvent expliquer pourquoi on se retrouve dans cette situation et pourquoi l'ancien propriétaire a eu peur et a préféré vendre sa voiture que de faire les réparations. Là, je joue relativement gros. C'est quitte ou double. S'il faut sortir le moteur et que la réparation est importante, évidemment, il n'y aura aucun bénéfice. Avec cette grande inconnue mécanique, François prend un sacré risque. Mais il en faut plus pour décourager ce vorace de la restauration. Maintenant, mon souci principal, c'est de trouver un restaurateur qui aura l'envie et surtout les compétences, car ce moteur V6 Dino, conçu chez Ferrari, c'est un moteur de compétition. Je ne peux pas le confier à n'importe qui. Et là, pour moi, c'est carrément une partie de poker. Je joue gros. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Fiat Dino. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de véhicules qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Olivier, 40 ans d'expérience,
Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, il est capé pour relever les challenges les plus fous. Et enfin, Vincent. C'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent est bien connu des amateurs de l'émission à succès Top Mécanique, à laquelle il a participé. Eh bien, bonjour chers amis. Bonjour François. Je suis bien content de vous voir, parce qu'aujourd'hui dans le container, je dois avouer qu'il y a une voiture assez chic, assez élégante, qui me ressemble un peu finalement. Et C'est pas l'élégance au même endroit, mais enfin. un petit côté latin, un petit côté classe. Quoi. Pourquoi toi, t'es latin? Et classe. Non mais et classe. Si ce petit taquet d'entrée de jeu met en joie nos experts, faudrait revenir au vrai sujet du jour. Découvrir ce qu'a dégoté notre François. C'est une voiture italienne. Ah. Donc je sais que certains d'entre vous ont des attachements à l'Italie, n'est-ce pas? Tutti, hein. Très peu. Ben, quand tu parles italien, moi je pense obligatoirement à une Ferrari, une Lamborghini, une Maserati. Après, il faut en savoir un peu plus, parce que là, sur le coup, des Italiennes, il y a eu quand même beaucoup de marques. Alors si je vous parle d'une voiture des années, qui est née à la fin des années 60, qui était le haut de gamme d'une marque. Le haut de gamme d'une marque qui a été décliné en speeder et en coupé. Et la marque en question a eu la bonne idée de confier la responsabilité du speeder et la responsabilité du coupé à deux carrossiers célèbres différents. Est-ce que ça vous met sur la piste? Donc déjà, c'est pas tout à fait la même voiture. En l'occurrence, celle qui est dans le conteneur, c'est la version coupée. Ce n'est pas la version speeder. Pininfarina, Ghia, Tu chauffes. Berton. Berton. Una Bertone. Ah oui, parce que Berton, ça fait... Ouais, c'est clair, ça fait un peu breton, plus breton que Berton. Il y a Bertone, il y a les Panettone. Il a pas l'étonner. Il a tu déconné. Voilà. François a réussi à ambiancer ce début de container, mais attention à ne pas trop dissiper les troupes et bien se concentrer sur les indices à trouver. Bon allez, je vous mets sur la piste, ça commence par la même lettre que mon prénom. Vous avez une petite idée ou pas? Bah, c'est italien, Fiat ou Ferrari, quoi, du coup. En fait, ce qui se passe, c'est que sur ce modèle, justement, Fiat et Ferrari... Oh là là. Ils se sont accouplés. Oui, d'accord. Là, on avance plus, là, ça y est. Voilà, vous avez compris? Là, c'est- Donc vous avez compris ce qu'il y a à l'intérieur. Une Fiat. Très très belle auto. Une Fiat coupée Dino, faite chez les établissements Bertone. Moi j'ai cru que c'était un dinosaure qui était dans le. Oh, très bon. Excellent. Non, ça n'est pas un dinosaure, c'est un Dino 2,4 litres. Donc c'est une 2,4 litres. Le moteur de la Dino, je le connais bien. J'en ai déjà un à refaire au garage sur une 246. Donc c'est des moteurs que je connais et que j'ai vraiment envie de faire, oui. Alors moi, le moteur des Dino, oui, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que c'est un moteur qui a été utilisé en compétition. Et quand j'entends moteur de Dino, bah moi, forcément, je pense à l'ancien Stratos. Et tout de suite, je vois Bernard Darniche, le Monte-Carlo, etc. Donc oui, ça me plaît beaucoup. Avec ce V6 d'anthologie, François a déjà réussi un tour de force. Mettre l'eau à la bouche de ses experts. C'est le moment idéal pour ouvrir les portes du container. Ah, ouais, jolie. Elle a l'air belle. Ouais. Dino Marron. Je La m'attendais Dino pas à ça. marron Non. glacé. Et elle a encore le bon insigne. Elle a le Fiat, pas le Ferrari comme beaucoup. Exactement. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des dinos qui mettaient des logos Ferrari. Eh oui. Hein, et là, en l'occurrence, on est avec le logo Fiat. Bel accord de couleur. Ouais, ça change. Non, mais c'est assez élégant. Marron glacé, intérieur marron léger, c'est joli ça. T'as vu, c'est raccord avec tes chaussures, mon cœur. Regarde, c'est la même Absolument, c'est couleur. raccord avec tes chaussures. Et un peu avec ton gilet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est pour moi. Ouais, Puis c'est un vrai. peu la forme du capot à l'avant. Ça nous plaît parce qu'on n'est pas dans des couleurs primaires de la voiture de sport. Rouge, jaune, etc. Donc on est dans une harmonie beaucoup plus classieuse. Quand il parle d'élégance, tout ça, je trouve qu'elle va mieux avec moi. Elle a la même couleur. C'est vrai que des coupés Fiat Dino, sincèrement, on en croise rarement. Et Y en pourquoi a pas tant que c'est ça. magnifique? Bah non, il n'y a pas une qui démarre. La preuve. Bon, est-ce qu'il démarre au moins parce que... Oui,
Ah bah il y a un moteur, il y a une carrosserie, il y a tout. Oui. Donc en carrosserie, il n'y a rien. En carrosserie, on a eu de la chance, la voiture a été pendant des années proprement stockée, au sec, dans les bonnes conditions, sur ce genre de carrosserie. Vous savez comme moi qu'à l'époque, les Italiens n'étaient pas encore les rois de l'anticorrosion. Et c'est vrai que ces voitures-là, c'était pas forcément les plus simples à restaurer, une fois qu'elles étaient complètement bouffées par la rouille. Tu veux vraiment nous dire qu'elle est saine, qu'elle a rien? Elle a l'air, oui, en tout cas. Hein. Non mais l'état de la carrosserie, elle est complètement dingue en fait quoi. Parce qu'il faut savoir que sur ces voitures-là, normalement, c'est la peinture qui tient la carrosserie. Donc c'est une voiture qui rouille de peur. Hein. À peine tu cries trop fort, elle rouille, hein, elle flippe. Hein. François, il m'épate parce que c'est vrai que une Fiat Dino dans cet étalage, j'en connais pas beaucoup, pour ainsi dire quasiment pas. Donc là, je me dis, ça peut être un beau chantier. Bon, il n'y a rien à faire alors. Pas grand-chose à c'est faire. Noël Sauf que, sauf, Je te vois arriver. vous attendiez la phrase. Manifestement, elle fume. Je pense que les compressions sont faiblardes. Je pense que le moteur est fatigué. Je vais être clair avec vous. Il est probable qu'il faille le sortir pour le checker et éventuellement le refaire. Alors un moteur qui fume, ça peut être plein de choses. Hein. Le problème, c'est qu'il faut le sortir, il faut l'ouvrir entièrement et puis il faut faire ce qu'on appelle une métrologie. Donc il va falloir calculer tous les volumes, savoir si les pistons, si les cylindres sont encore à la bonne cote ou pas, savoir si le vilebrequin, il faut pas le rectifier, changer les coussinets, etc., etc. Voyant que le moteur de l'italienne divise les troupes, François enchaîne et invite ses restaurateurs à venir admirer d'un peu plus près cette voiture de légende. Alors, je suis étonnée, je m'attendais pas à une voiture marron, je t'avoue. Et qu'effectivement, c'est très joli. Très joli le velours du coup à l'intérieur. Je pense que j'ai rien à faire dedans. Allez, maintenant, c'est le tour de M. Pascalito. Et il arrive. Bon, alors, elle a l'air pas mal quand même. Il y a un truc qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas les insignes Ferrari sur le côté et le bon insigne devant. Pour une fois qu'il y en a un qui a assumé ce truc. Qui a respecté l'origine de sa C'est plutôt voiture. pas mal. Pas mal. Je suis surpris. Non, c'est vrai qu'elle est belle, la couleur et tout. C'est sûr qu'il n'y a que le moteur. Il n'y a que le moteur. Il n'y a que le moteur. Oh, il y aura peut-être une ou deux pétouilles, mais Ça y est, ça commence. Non, c'est non, le moteur. l'essentiel, c'est le moteur. Non, je suis un grand fan de cette coupe de... Pas de cheveux, hein, mais de voiture, compris. Et tu es sûr de ton diagnostic? Ah oui. Après ce petit tour du propriétaire, nos experts sont plutôt en mode feel good. Allez François, faut enquiller avec les enchères et c'est David qui ouvre le bal. Disons de l'ordre de 24 000 €. Ça te convient? C'est un peu beaucoup. Non, évidemment. Ça aurait été étonnant. Bon, monsieur Pascal. Bon, allez, 23 500. Oh non, les gars, on va pas descendre de Ah bah 500. si, mais tu sais. T'as raison. Oh non. Attends, faut... Non, 23. Ah bah tiens, bah voilà. Voilà, C'est malin. voilà. Tu vois, c'était 1000 balles Voilà. d'un coup, là. 23. Boum. Vincenzo, Bah écoute, je suis né le 22 février, donc on va proposer 22 000. Hein. ça me paraît Ça une va bonne avec. idée. Ah ouais. Heureusement que t'es pas né le 29. Hein. Bon bah alors, moi je suis né 21 mars, donc... Donc 21, c'est ça? 21 000, monsieur François. Moi, je suis né le 2, hein, si ça vous arrange, mais... 20 500. Allez. Donc 20 500. Ah oui, 20 500. Après, il faut des 20 sous. Ouais. 500. Bon, Vince. Ouais. Toi, t'es un garçon carré. Carré. Et nous, on est quoi? Rond? Vincent. 20 100. 20 100. 20 100. Ok, donc t'es plus tordu que ce que je pensais. Ok, d'accord. Oui, ça ressemble à rien. 20 000, c'est un compris. Ah, on est d'accord. Bah, ça ressemble à rien, tu baisses de 100 €, toi. Vince n'a pas tort, les enchères descendent à tout petit feu. Allez François, va falloir enflammer ça. 20 000, c'est bien. Mais psychologiquement, ce serait bien d'être en dessous de la barrière des 20 000. Ouais, 19 500. Allez, 500. 19 500. Ah mais si, bah, Moi, j'ai rendu à 19, on s'arrête. Qu'est-ce qu'il a, l'italien, là? Il est amoureux? Olivier, tu dis 19 19. 19 000. 19. Ah, ça commence à devenir intéressant. David et Céline. Man Mouskas. Hein. D'accord. Allez, viens, Pascal. Non, j'arrête. C'est trop de risques. Vince. Lui, il connaît pas non plus. Moi, je réfléchis. Il connaît pas. Tu réfléchis ou tu fléchis? C'est sur cette ultime question que les enchères vont se jouer. Alors qui de Vince ou Olivier va remporter le chantier? Non, je vais me coucher. Eh, yes we ritale, le reste, la. Allez, bravo pour Olivier. Allez, bravo. C'est donc Olivier qui récupère le chantier pour 19 000 €. Ajouté aux 27 000 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 46 000 €. S'il parvient à revendre la Fiat Dino 50 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 4 000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de restauration. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a, la petite poutine? Olivier est déjà au chevet de la Fiat Dino.
Pas l'air d'avoir de fuite apparente. Il est très vite rejoint par François qui débarque en mode beau gosse et tout pimpant pour attaquer cette journée de travaux. Bon, bah écoute, Buongiorno, signor De Stefano. come vai? Va bene? Si, si. Come stai? Ah, bella macchina. Écoute, je regardais déjà qu'elle est propre, et je regardais un peu les niveaux, il y a de l'eau. Alors toi, t'as vu quoi en fait? T'as vu quoi? Alors, elle fume. Elle fume? Je pense que c'est le moteur, effectivement, qui nécessite véritablement un checking complet. Là, on est vraiment sur cette voiture-là. La question, c'est la partie mécanique. Bon, bah écoute, on va déjà voir si elle démarre. Les hostilités sont lancées. Mais avant que François ne tourne la clé, Olivier se positionne à l'arrière pour contrôler la sortie d'échappement. Alors, contact. Ah, il n'y a pas de jus, monsieur De Stefano. Embêtant. Ça commence. Ça commence bien. Elle est branchée la batterie? Je ne sais pas. J'essaye, je regarde tous les fluides, les pressions des pneus, l'essence. J'oublie juste un truc, c'est de regarder s'il y a du courant dans la batterie, c'est le truc de base. Bon, je donne des cours et puis des fois je me plante aussi. Comme quoi ça arrive à tout le monde. Après ce petit oubli sans conséquence, Olivier corrige le tir et branche les câbles pour redonner du jus à la batterie de la Dino. Ah oui, là, déjà, il y a du... Oui. Ouais, elle fume un peu, ouais. Très clairement, l'Italienne crache ses poumons dans tout l'atelier, sous le regard de notre expert qui a déjà sa petite idée sur la question. Quand ça fume au départ, 9 fois sur 10, il y a de l'humidité dans les échappes. Ouais. Ah, ça, c'est le problème des voitures qui tournent pas souvent, ouais. Si vraiment elle fume Ouais. tout de suite, c'est que généralement tu as les joints de queue de soupape Ouais. qui fuient. Ouais. Quand tu arrêtes ton moteur, l'huile coule dans les soupapes. Et quand tu mets en route, nuage. Si ça fume quand c'est chaud, c'est que c'est le bas moteur. Et là, je vois bien une fumée quand le moteur est chaud et pas quand il est froid. D'où l'intérêt de la faire un peu tourner. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais mettre les appareils déjà dessus. Ouais, moi, je continue à la faire tourner, ouais. Pendant que François fait chauffer la belle, Olivier file chercher une machine à remonter le temps. Le fil vert avec le fil vert. Le fil bleu avec le fil bleu. Il branche ensuite les pinces sur les faisceaux de la bougie et de la bobine et place une sonde dans le pot d'échappement. Ce banc de réglage est une pièce rare, mais pas une pièce de musée. Une pièce qu'Olivier maîtrise parfaitement. Un banc indispensable pour la suite des opérations. Donc, avec mon vieil outil, avec ça, tu vois toute la vie du moteur. Ça, c'est l'électrocardiogramme. Oh la vache. C'est chaque cylindre. Ça, ce que tu as ici et là, Ouais. c'est l'étincelle de la bougie. D'accord. Donc tu vois si tu as déjà tes 6 allumages convenables. Ça, c'est hyper important. Ouais. Tout ça, tu as ton régime, tu as le voltage de la batterie, qui est pas bon. Non. L'intensité de l'ampérage, c'est ça pour ça. À mon avis, ton alternateur, il change pas. Ouais. Et là-bas, tu as la carburation. Ok. En fonction des chiffres qu'on a là, ça te donne si ton moteur il est riche, Ouais, trop riche ou... s'il est pauvre. Ouais. Si les soupapes se ferment bien, c'est qu'il y a plein d'air dedans. D'accord. Il y a une bonne combustion. Ouais. On doit être à 10-12. D'accord. Si c'est bas, c'est que les soupapes ne ferment pas bien. Je pense que déjà là, on a une mauvaise combustion des sièges de soupapes. Là, il faudrait qu'on soit à 500 à peu près, 500-600. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise combustion. D'accord. Soit la carburation, soit un manque de compression. Ça veut dire que tous les gaz ne sont pas brûlés. Ouais, c'est-à-dire qu'en clair, si c'est un problème de carburation, ça peut se régler facilement parce que les carburateurs sont, entre guillemets, extérieurs, accessibles. Si c'est évidemment dans le moteur, c'est beaucoup moins drôle. Pour moi, c'est un problème de compression qui ne va pas. Donc ça pourrait être les... C'est les soupapes, vraisemblablement, ouais. d'où la fumée bleue qui sort. Notre expert avance doucement mais sûrement sur ce problème moteur. Et pour pousser encore plus son diag, rien de tel qu'un instrument que tout le monde connaît, un thermomètre. C'est génial si tu veux vraiment déterminer un cylindre qui marche pas. Tu te Ouais, mets tu sais- sur chaque échappement. Ouais, et tu vois la différence. Tu vois, 210. Ah, tu vois celui-là, on est à 91. Ah ouais. Donc, C'est clairement que ce cylindre-là, ce cylindre, c'est pas la fête. il y a une mauvaise combustion. Donne-moi que je vois un truc là. Ça, je te vois arriver. Ça. Ah, t'es pas un mec très chaud en fait. Moi, je pensais que les Italiens étaient chauds comme la braise. Faut pas le En mettre fait. à cet endroit-là. Ah, pardon.
Allez messieurs, on va revenir sur le contrôle des cylindres avec cet instrument qui a une fonction purement technique. Ça permet de savoir sans ouvrir. Voilà, Ouais. là on est bien, là on est Si. bien. D'accord. Là, on Donc est là, t'as un qui cylindre merde. sur 6 qui merde. Ah, ceci dit, le problème, c'est que même que si t'en as 1, 2, 3, 4, faut ouvrir. Ah bah de toute manière, faut. Ouais. Même si ce thermomètre a permis de contrôler le fonctionnement de chaque cylindre, là, il n'y a pas le choix, va falloir mettre les mains dedans. Mais avant, faut checker la compression. La compression, qu'est-ce que c'est? Un moteur fonctionne selon un cycle à 4 temps. Admission, compression, combustion, échappement. La compression est réalisée par la remontée du piston lorsque les soupapes sont fermées. Le piston, en remontant, diminue le volume de la chambre de combustion. Cette diminution du volume comprime et échauffe le mélange gazeux air-essence près de la bougie d'allumage pour favoriser la combustion. La compression est adaptée et calibrée pour un moteur. Si elle est trop élevée, cela aura un effet néfaste sur les performances et la durée de vie du moteur, en provoquant de l'auto-allumage du mélange gazeux. Si la compression est trop faible à cause de fuite, le rendement du moteur chute et les émissions de polluants augmentent. Le taux de cette compression est essentiel car il conditionne directement les performances du moteur et ses émissions de polluants. Pour prendre les compressions, on démonte Les bougies, avec une. clé à bougie. Donc là, la première Ok. sur le premier. Donc la seconde, c'est le fameux cylindre qui serait Voilà. le cylindre foireux. C'est ce fameux cylindre foireux. Donc on va voir ce que ça donne. Tadam, tadam, tadam. Alors celle-là, elle est un peu calaminée. Et tu vois, même elle est blanche sur le bord, ça Ouais. veut dire qu'il y a une mauvaise explosion. Olivier enchaîne avec les autres bougies. Et là, même combat. Ouais, tu vois, elles sont quand même un peu toutes pareilles, un peu noires, mais elles sont toutes neuves, les bougies. Ah ouais, elles sont pas Et vieilles. elles sont toutes neuves, donc c'est difficile de se donner une idée. Après l'état des lieux des bougies, notre expert creuse encore plus ce problème de combustion. Pour ça, il sort l'outil idéal, le compressiomètre qu'il relie à la bougie d'allumage. Il va lui permettre de bien mesurer la pression de compression dans chaque cylindre. Tu vas quand même monter dedans. Ouais. Parce qu'il y a une chose importante pour mesurer les compressions, c'est d'accélérer à fond. Pour qu'il y ait le plus d'air qui rentre dans le D'accord. moteur. Très bonne idée. Voilà. Hop. On est à 8 bars, ça va. Donc 8 bars, c'est raisonnable. Bon, je dirais que la moyenne, c'est entre 8 et 12. 12 pour vraiment un moteur qui Ouais, est au nickel. top. 10, on est bien. 8, c'est un poil faible. C'est un mais- peu faible. Vas-y. Notre duo de choc enquille avec la compression du deuxième cylindre. Donc celui-là, on est à 7. Tu vois, c'est le deuxième. Ouais. C'est le fameux cylindre qui nous pose un peu de problème. Les 4 autres cylindres sont passés au peigne fin et le résultat est sans appel. Ouais, Olivier, si sur 6 cylindres, on en a 3 qui sont potables et 3 qui sont pas terribles, Ça fait pas beaucoup. Et on le voit bien sur l'affiche hein, là-dessus. Donc pour moi, c'est une usure générale. ouais. Le moteur, il est fatigué, voilà, c'est tout. Bon, quand tu arrives à un âge, tu es fatigué, tu cours moins vite, tu as moins de puissance, voilà, tu connais. Bah, toi aussi. Oui, c'est un peu plus que toi. Même. Bon, donc en Ok. clair, on va sortir le moteur. Moi, je trouve que c'est bien de le faire maintenant. Ouais. Il n'y a rien de cassé, il n'y a pas Non, mais d'aggravation. voilà. Faut pas attendre les pépins. Voilà, fais la mettre sur le pont, je voudrais voir s'il n'y a pas Ouais. de fuite T'as anormale raison. en dessous. Dernière ligne droite du jour pour nos deux acolytes, avec la vérification des soubassements et de la structure de la dyno. Alors, ça dit quoi, messieurs? L'échappement qui est pas fixé. Ouais, l'échappement, il se barre. Bon, ça, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Tu vois, il y a une petite fuite ici, là, Ouais. qui doit venir, à mon avis, Ici aussi. du graissage de la chaîne de distribution, là, tu vois. D'accord. La petite plaque qui est là-bas. Donc ça, c'est à surveiller quand on fera le remontage. Ok. Le reste, franchement, elle est propre. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Tu t'es pas trop loupé hein, sur cette voiture. Bon. Même les suspensions, les trains, regarde tout ça. ça a Ouais, l'air, tout ça, c'est propre, ouais. Ça a l'air propre. Si jusqu'ici tous les voyants sont au vert, il y a comme une petite pétouille qui a l'air de pointer le bout de son nez, de quoi attirer l'œil aiguisé de notre expert. Petite fuite à la boîte. Quoi. Ouais, il y a une petite fuite de boîte. Ah ouais. Ouais. Belle fuite de boîte quand même. Ouais, ouais. Belle fuite. Enfin, c'est juste un petit joint à changer. Ouais. Et comme on va tout déposer. Bon, ok. Bon, Ça bah, va, c'est plutôt bien. T'es un hein. mec heureux. Bah, écoute, ouais. Allez. Maintenant, faut que je trouve le cow-boy qui va me faire ça. Parce que ça sera pas moi, j'ai pas le temps. Ah ouais, carrément. Non, non.
Olivier sonne la fin de journée. Allez, Salut mon gars. mon Olivier. À bientôt. Ciao, merci. Même si nos experts semblent sereins, attention de ne pas trop lever le pied. Le cœur de la belle italienne est bien malade. Il va falloir beaucoup de temps et de talent pour le remettre d'aplomb. Troisième jour de travaux. François arrive au garage au volant d'une belle Aston pour rejoindre ses experts qui sont déjà focus sur le cœur mécanique de l'italienne. Le petit oisillon qui sort du lit. la merde. Ça va, maître? Bah écoute, t'as vu, on a sorti le moteur. Ouais, c'est quand même chouette. Pour déloger le moteur de la Dino, Gwen a accompli un boulot vertigineux avec démontage des durites d'essence, barres stabilisatrices, arbre de transmission. Vient ensuite la sortie du bloc moteur et de sa boîte de vitesse. Désaccouplage des deux éléments. Dépose de l'embrayage. Démarreur. Alternateur. Tête d'allumage. Et pompe à eau. Ce V6 fraîchement sorti des entrailles de la Dino a de quoi inspirer notre expert. Moi, ce qui me plaît, c'est que ce moteur, ça me rappelle les belles photos que j'ai vues à l'époque qui avaient été faites pour la promotion de la voiture, notamment en Toscane. Et je me suis documenté, je pense que je vais me faire un petit week-end en Toscane. Peut-être du côté de Florence. Les glaces à la pistache, mon pote. C'est pas comme ça qu'on va avancer Non, pardon, sur le excuse-moi. démontage. Ouais. Je sais pas ce qu'il lui prend. De manière que tous les week-ends qu'il promet, il n'y en a jamais un qui se passe. Ou alors présente-moi les billets d'avion tout de suite et puis ça sera fait. Mais dans le démontage, il est important, quand on démonte, de regarder toutes les pièces. Tout. Parce qu'au moins, on diagnostique vraiment le problème qu'on a. Là, on a un problème de consommation d'huile, de moteur de compression qui est pas très bon. Et donc ça, on va le déterminer là, au démontage. Et c'est un élément important pour savoir ce qu'on va faire réellement sur le moteur. D'accord. Après ce petit point technique, nos trois as de la mécanique passent à l'action en enlevant les carburateurs qui ont été démontés au préalable. Avant de jeter un œil sur les soupapes. Tu vois, on le voit bien, là, le noir sur le... Ah ouais, elles n'ont pas la même couleur des deux côtés. C'est de l'huile ici. Ouais. C'est que l'huile, elle vient du Bah, haut. elle vient de là-haut, ouais. Donc elle vient des joints de soupape. Tu vois, donc ça c'est important à déterminer. J'ai vu aussi qu'il y avait un arbre à cam qui était vachement marqué là. Contrairement aux autres, tu vois, celui-là est plus marqué. Quand un arbre à cam est marqué comme ça, tu penses que l'origine c'est quoi? Bah, il y a deux raisons. Soit c'est l'usure Ouais. parce que le moteur est très vieux, ou alors la pastille elle est mal réglée. Il y a trop de jeu. Et D'accord. quand la cam elle vient taper le godet, Ouais. elle vient taper trop fort. Celui-là, je pense que tu vois, celui-là il était mal réglé. Ce qui peut faire un petit bruit dans le moteur, en haut, qu'on entend gling, 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 gling. Rien n'échappe au regard aiguisé d'Olivier. Faut dire qu'il n'en est pas à son premier diag. Chaque pièce est scrutée avec minutie. On regarde les chaînes de distribution, tu vois, c'est bien tendu, c'est propre. Oui, les normal. pins, non, ils sont un peu pointus, tu vois. Ouais. On le voit bien, ils sont un peu marqués sur la pointe. Ça, faudra les changer parce que ça va user les chaînes. François suit avec attention le désossage du moteur, L'allumeur, déjà, ça, on peut le virer. réalisé par le maestro qui enchaîne avec la dépose des arbres à cam. C'est une partie mécanique très importante du moteur. Ils permettent de réguler l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement. Alors, tu vois, tous les petits paliers d'arbre à cam, ils ont des petits numéros. Ouais, heureusement. T'as le repérage sur la culasse. Bah oui, je me doute. Donc, celui-là, il est 4 et il va avec le 4. Celui-là, il est 3, il va avec le 3, le 2, le 1, et puis après, dans l'ordre. Les C'est arbres à cam marqué. eux-mêmes sont repérés, bien sûr. Ah bah ouais, bien sûr. Nos experts enchaînent à l'unisson avec la dépose des culasses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut sortir les biceps. Un truc qui bloque ou quoi? Après ce petit effort, Olivier va passer au crible l'état de santé des culasses. Qu'est-ce qu'est dit la coulasse? C'est encrassé. Hein. Tu vois, là aussi, on a des petits passages d'air. Hein, c'est quand les soupapes, elles ferment mal, tu vois. On voit qu'elles sont noires, donc j'ai une mauvaise combustion. C'est surtout le liquide de refroidissement qui ne veut pas bien passer. Hein. Oh la vache. Et ça, c'est le tuyau de... C'est un peu bouché. Ah ouais, c'est sympa. C'est le tuyau de chauffage. ça. C'est pour ça que c'est boucher les important de conduits, mettre du liquide de Le refroidissement. refroidissement et surtout pas de l'eau. Ouais. Et pas de l'eau, parce que tu vois, ça fait ça. Détail intéressant, ça doit être un moteur Ferrari. Il est quand même siglé Fiat hein, sur le. Ouais.
Et c'est marrant parce que tu vois, là, t'as un gros Fiat, et là, t'as un petit Fiat. C'est étonnant. On dirait que celle-là, elle est plus moderne que celle-là. Il y a peut-être une culasse qui était morte, ils ont peut-être trouvé une autre culasse. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une culasse qui a été remplacée. Ça peut arriver. À peine le temps de souffler que nos experts repartent au combat avec le bloc moteur. Espérons qu'il n'y ait pas de grosses pétouilles à l'horizon. Alors tu vois, on voit que là, les flammes, elles passent sur le côté. Tu vois, parce que c'est plus clair, donc il n'y a plus de calamine. Donc ça veut dire que les segments, ils sont pas bien étanches. Alors étonnamment, c'est pas trop calaminé sur le dessus. La consommation d'huile, c'est vrai. Hein. On dirait que ça a été refait même. Hein. Est-ce qu'ils auraient démonté le bas moteur? Bon, ça m'étonnerait quand même. Mais les joints de culasse, tiens, on va les enlever. Si les joints de culasse sont plutôt en bon état de marche, il y a un élément qui attire et interroge Gwen, le chef d'atelier. Là, il y a une soupape qui touche là. Ah ouais. Ouais, absolument. Il y a une soupape qui a touché là. Ouais. Donc peut-être le guide est trop usé. Quand elle descend, paf, c'est venu effleurer le piston. Mais il peut y avoir une autre explication. Un début de sur-régime, tu vois. Ouais. Ça veut dire que ton moteur, il tourne tellement vite que la soupape n'a pas le temps de remonter. Et tac, elle touche dans le piston. C'est pas très grave en soi. Si ça avait été plus important, la soupape, elle aurait plié. Tu peux tourner la manivelle pour que le moteur puisse tourner. Bah les garçons, il suffit de demander, regardez. Allez. Allez. Oh les Bretons, moi, je te dis pas. C'est sur ce petit air breton que le moteur pivote de quelques degrés pour permettre à Gwen de démonter une partie du carter d'huile. Derrière le carter, qu'est-ce qu'on a? Le cœur de la machine. Puis c'est au tour de la dépose du clapet de pression d'huile et de la dernière partie du carter avec la pompe à huile. Ah là. Alors, ça dit quoi? Ouais, elle est un peu raide. Hein. Ah ouais, c'est un peu raide, ouais. Non, elle est très ferme. Pour éviter toute casse moteur, la pompe à huile devra passer sous les pattes de Gwen pour un dégrippage complet. En attendant, nos experts continuent la progression avec la dépose des chapeaux de bielle et des pistons pour être passés au crible. Il est pas moche. Il est rayé. Mais par contre, tu vois, il est complètement bouffé ici. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont marqués là? C'est parce qu'il y a de la flamme qui passe, c'est certain. Alors là, tu vois, clairement, on a un problème de passage d'huile ici, ce qui explique la consommation d'huile. Ouais. Qui explique aussi que le fait que les cylindres n'aient pas les mêmes compressions. C'est pour ça que la voiture, elle fumait, le moteur, on n'arrivait pas à le régler comme il faut. Et pour le coup, là, le piston, pour moi, il faut le changer. Donc si on en change un, on changera les six. Je pense que les cylindres, ils sont un peu ovales. Et donc, quelle est l'origine du fait que le bloc finit par s'ovaliser? Parce que le piston, en montant et en descendant, il bouge comme ça. Et donc, il use le cylindre. Pour moi, on part sur un réalisage. Ouais. Le réalisage d'un moteur consiste à usiner les cylindres endommagés afin d'obtenir des surfaces lisses qui permettront au segment des pistons d'avoir une bonne étanchéité dans le cylindre et donc de retrouver la compression d'origine du moteur. Le démontage moteur touche bientôt à sa fin. Gwen accélère la cadence en déposant le vilebrequin. Pour moi, il n'y a pas besoin de rectifier le vilebrequin. L'équilibrer peut-être, le rectifieur qui va mesurer vraiment... voir si ça vaut le coup. Au milieu, voir si on est vraiment dans les codes. Dépose terminée. Ne reste plus qu'une chose à boucler pour Olivier, faire un petit récap de ce puzzle mécanique, histoire de ne pas se mélanger les pinceaux. Les culasses, c'est sûr qu'il faut les refaire, enlever les soupapes. Un petit doute sur les arbres à cam quand même. Ouais. Ils sont quand même bien marqués, je trouve. Dans ce cas-là, le principe, c'est quoi? On va en prendre des neufs. Segment, piston à changer. Coussinet de bielle, bien sûr. Vérifier les tendeurs, les clapets de tendeurs de chaîne. L'embrayage, on le fait. S'il y a l'échappement qui est pas bon. Tu veux que j'essaie d'en trouver? Et toi, tu t'occupes de... moi, je vais m'occuper du reste. D'accord. La journée se termine sur cette répartition des tâches. Avant de tirer sa révérence, François tient à confier une toute dernière mission. Et moi, ce que je propose, c'est qu'à ce moment-là, je vais confier à Gwen mon petit guide sur Florence. Ouais. Et comme ça, tu vas nous concocter un bon petit week-end. En confiant à Gwen l'organisation du week-end en Toscane, notre apprenti mécano arrive à fédérer autour de son projet. Salut les gars. Y a pas à dire, il est quand même malin ce François. Bougie, hein. Pas de problème. Basta, allez on arrête. Saluti.
5e jour de travaux. C'est à Nanteuil-les-Maux dans le 77 qu'Olivier débarque dans le temple de la réfection et réparation moteur. À l'intérieur de cet établissement de renom, Stéphane et Jacques, les deux maestros du réusinage de pièces mécaniques. Ah, messieurs. Ah, tiens, salut Olivier. Bonjour Olivier, comment ça va? C'est bon, vous avez tout reçu? Nickel, Impeccable. Après cette poignée de main chaleureuse, Olivier tient à refaire un petit point sur le talon d'Achille de son moteur. Le moteur, il consommait d'huile, il fumait, les compressions n'étaient pas régulières, tu vois. En fait, il boitait, j'arrivais pas à le mettre au point. Maintenant que le décor est planté, Olivier n'attend plus qu'une chose, le diag de Stéphane. Donc là, on va contrôler la partie guide, donc le jeu fonctionnel entre la soupape et le guide de soupape. Donc là, on sait que la soupape, elle est au niveau du diamètre, elle est nickel. Donc elle est à 8,00. Donc là, je vais insérer mon pilote qui fait 8,03 dans le guide pour voir s'il y a du jeu ou pas. Et on regarde le jeu qu'il y a entre la soupape et le guide. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a un jeu énorme. T'as un guide qui est plus gros que la soupape. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire que si on met la soupape dedans, c'est pire. Voilà. Donc si tu insères ta soupape, tu t'aperçois qu'il y a un jeu énorme. Ah, Voilà. Quand tu as du jeu ici, c'est que l'huile descend, c'est pas étanche. On le voit bien, la partie du cylindre qui est très fort calaminée, donc on voit bien qu'il y a une consommation d'huile. Donc là, il faut vraiment impérativement changer les guides de soupape. Une fois qu'on aura remplacé les guides, il faut refaire les portées de siège. C'est ça. Avec l'expertise de Stéphane, on comprend mieux pourquoi le cœur mécanique de la Dino battait sérieusement de l'aile. Mais la vérification ne s'arrête pas là, il y a un autre élément qui pose question à Olivier. Je voulais qu'on regarde un peu les arbres à cam, parce que je trouve que les cames, elles sont pas très belles. Elles sont pas nettes, elles sont piquées, dues au frottement sur les poussoirs. Par contre, si on regarde les poussoirs, ils n'ont pas grand-chose. Tu vois, c'est légèrement marqué. Par contre, l'arbre à cam, il faudra regarder. Bah là, je pense qu'il y a quand même une solution, faire un retraitement de surface, une cémentation au niveau des portées de cam pour les rendre beaucoup plus durs. On va peut-être essayer de les polir quand même, parce que la cémentation, c'est un traitement qui est très onéreux. On va essayer, en polissant tout, voir ce que ça peut donner. Première solution, polissage. Deuxième solution, Cémentation. Cémentation. Troisième solution, on appelle François et on lui dit... on change les arbres à cam. On change tout. Pas sûr que le scénario catastrophe fasse plaisir à François. Avant d'en arriver là, nos trois experts avancent dans les travaux et passent à la suite avec le vilebrequin. Bon là, visuellement, il a l'air bien. Belle pièce. Donc là, il n'y a pas d'usure, il reste juste à vérifier en code. Donc là, j'ai toutes les codes constructeurs. Donc comme on voit là, donc là, ils nous mettent une code, donc 43 60 61. Donc là, je vais prendre mon palmeur pour mesurer le diamètre, voir si on est dans les bonnes normes et sur la bonne cote. Là, je serre, je bloque mon palmeur et je vérifie. Et là, je m'aperçois, le vilebrequin a été rectifié en deuxième cote. La deuxième cote signifie que le vilebrequin est déjà passé dans les mains d'un spécialiste. Mais qu'Olivier se rassure, malgré cette précédente restauration, la cote actuelle reste toujours conforme à celle du constructeur. Je vérifie sur toutes les portées, voir si c'est tous le même diamètre. Apparemment, il a l'air nickel. Impeccable. Et après, il faut mesurer toute la partie palier. Donc la palier, c'est sur lequel repose le vilebrequin. Voilà, là, notre cote nous dit 62,94. Pour vérifier si la cote des paliers correspond à la cote constructeur, Stéphane reprend son appareil de mesure. Verdict. Donc le vilebrequin, il est parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est impeccable. Il y en a un qui va être content. Mais Mais il y a une mauvaise nouvelle. Le bloc moteur. c'est vrai, ça va pas. Non. Jacques vient de jeter un froid dans tout l'atelier. En venant ici, Olivier était loin d'imaginer ce qu'il attendait. C'est quoi ton souci? Parce que moi, j'avais bien vu que c'était tout propre. Là, je me suis dit, tiens, c'est super, on va économiser un jeu de piston. On se dit que ça a été réalisé il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, mais le jeu, il est trop important. Parce que là, il y a beaucoup de remontées d'huile. Les cylindres ont été usinés il n'y a pas très longtemps. Ah ouais, ça se voit. Mais ils n'ont pas la bonne cote. Toi, quand tu prends ton vieux piston dedans, tu t'aperçois déjà qu'il y a déjà un jeu anormal. Regarde comment que ça ballotte. Ouais, il se balade. C'est pour ça que j'ai trouvé que quand on a démonté les pistons, les segments, ils étaient dans tous les sens. Oui. Et en fait, maintenant, ça s'explique parce que ton cylindre est trop gros. Trop de jeu. Tes segments, ils sont pas assez comprimés. C'est ça. Et donc, ils tournent autour du cylindre. Absolument. C'est pour ça que tu avais des remontées d'huile excessives. Avec le regard aiguisé de nos deux experts, on comprend mieux pourquoi c'était la fête foraine dans le moteur. Pour pallier ce dysfonctionnement, Stéphane prend illico la main avec le matos adéquat.
Donc là, je vais prendre la cote du piston et je vais bloquer mon vérificateur d'alésage, donc à 0. Je vais passer le vérificateur d'alésage dans les cylindres. Donc là, tu vois, on est à 2 dixièmes et demi au-dessus de la cote. Donc c'est trop important. C'est quand même déjà un moteur qui est très particulier parce qu'il a besoin d'un jeu excessif, donc entre 15 et 18. Habituellement, sur tous les moteurs, on est sur une base de jeu entre 5 et 1 dixième. Mais là, on arrive à 25. 25 déjà. C'est déjà énorme. Il faut passer à la cote supérieure. Donc on va agrandir les cylindres. Voilà. Et on va prendre les pistons qui vont. Tout à fait. Il n'y a plus qu'à passer à l'étape usinage. Vas-y, je te laisse faire parce que ça, j'en ai jamais fait. Et toi, tu vas nous quitter parce que je crois que tu as quelque chose à faire. Moi, j'ai un rendez-vous. C'est donc en duo que nos virtuoses passent en mode réalésage des cylindres. Je vais descendre la machine. Là, je la laisse descendre tout seul. Ok. Une fois qu'elle est dedans, là, j'envoie le liquide. Là, j'écarte les pierres pour toucher le cylindre. Là, je sens le dur. Les pierres, elles touchent le cylindre. Là, je vais la mettre en route. Là, le rodoir, là, il touche le cylindre. Donc là, ça est en train de réaliser le bloc. Jusque temps qu'on enlève presque 1 centième. Juste là, tu as enlevé 3 centièmes. Ouais. Ah oui, ça grimpe bien, faut pas. Allez, C'est clair qu'avec cette opération quasi chirurgicale, notre expert n'a pas le droit à l'erreur. En agrandissant chaque cylindre à la bonne cote, les pistons vont pouvoir se loger sans souci. Nos deux gaillards récupèrent ensuite la culasse et la fixent sur une nouvelle machine. On a positionné la culasse donc, pour rectifier le siège, sa portée. Donc là, on a un pilote. Donc le pilote, il va nous servir à guider l'outil pour usiner le siège. Ok, pour que la soupape soit bien Comme étanche. ça, elle porte bien au niveau du siège. C'est avec concentration et maîtrise que Stéphane commence l'opération. Rectification des sièges de soupape. Là, je descends le pilote. Donc là, j'essaie de le rentrer dans le guide. Voilà. Une fois que je suis dedans, je mets en route. Donc là, je tourne un peu plus vite pour usiner le siège. Donc là, on vient de finir la rectification des soupapes. Ça y est. Et puis, on va s'occuper de l'autre culasse. Notre restaurateur retrouve le sourire. Le moteur de la Dino est entre de bonnes mains. C'est le moment idéal pour annoncer la bonne nouvelle à François. Salut François, c'est Olivier. Je suis avec Stéphane, on vient de faire le point du moteur, donc le vilebrequin est en bon état, ça c'est super parce que du coup on n'a pas à y toucher. Les pistons, ils sont trop petits par rapport aux cylindres et les soupapes et les sièges de soupape on les fait. Donc en fait il n'y a pas de gros problèmes. Et on se voit à bientôt. Ciao. Olivier vient de gérer d'une main de maître sa mission. C'est de bon augure avant de retrouver François et sa belle italienne. Parigné-l'Évêque, dans la Sarthe. C'est dans ce magnifique écrin de verdure que François a décidé de s'accorder une petite mise au vert. Il est attendu par Charlotte, une amie collectionneuse et pilote de course de voitures anciennes depuis 7 ans. Elle a participé à de nombreuses compétitions VHC, véhicules historiques de compétition, avec notamment le Tour de Corse, au volant de véhicules 70s comme la Fiat 124 Abarth. Et si cette passionnée a donné rendez-vous à François, c'est pour lui montrer un de ses joyaux italiens. Le voilà, je n'y croyais plus. Bel endroit, belle voiture, bel propriétaire. Quel plaisir de te revoir. Écoute, plaisir partagé. Surtout que là, je sais que cette voiture-là, c'est ton bébé. Ah ouais. Voilà. C'est beau, c'est moderne, c'est jeune, c'est joyeux, ça marche. Je suis absolument fan de cette voiture. Je comprends complètement. Vraiment la voiture de mon cœur. La voiture si chère à son cœur, c'est la Dino Spider 2,4 litres cabriolet de 1973. La petite sœur de la Dino que restaure François. Un modèle rare et très prisé par les collectionneurs, avec seulement 420 exemplaires. En voyant cette bellissima, on comprend mieux pourquoi notre expert est venu faire un crochet chez sa pote. Quand la voiture sort, on est encore dans les 60s, et c'est déjà une voiture qui préfigure ce qu'on va vivre dans les années 70. Donc le dessin est assez en avance. Et puis le fait qu'il y ait deux versions, une version coupée faite chez Bertone et une version speeder faite chez Pininfarina, qui sont un peu les deux grands carrossiers les plus célèbres de l'époque en Italie, c'est deux styles différents, alors qu'en fait les soubassements et la motorisation sont les mêmes. Donc ils ont réussi à faire deux voitures avec un style vraiment complètement différent. Ah ouais, donc c'est deux voitures qui finalement se destinaient à deux clientèles finalement différentes, alors que c'est la même base. Après
Après ce parallèle très instructif, François aimerait savoir pourquoi Charlotte est tombée sous le charme de cette Spider. Pour moi, c'est son parfait équilibre. C'est-à-dire, souvent, on a les avant ou les arrières qu'on préfère, machin. Là, je trouve, sur la taille de la voiture, aussi bien c'est parti du capot avant, qui a ce côté joueur, sport, etc. L'arrière, qui est... D'abord, t'as un grand coffre, et quand on est nana, c'est bien fort qui passe pour les bagages. T'as un vrai 2 places. Puis la couleur, bon bah ça c'est évidemment, on n'a plus de voiture comme ça aujourd'hui. C'est une voiture joueuse, rieuse, avec ce qu'il faut en élégance. Regarde là, mais elle est belle de dessin. Si Charlotte a littéralement craqué sur ce design signé Pininfarina, c'est parce qu'elle respire l'élégance à l'italienne, la Dolce Vita version haut de gamme, tout en gardant une certaine sportivité. Et en parlant de sportivité, c'est aussi ce V6 mythique de la maison Ferrari qui a permis à Charlotte de bourlinguer à travers l'Europe. Je l'ai emmené en Italie, en Sicile, j'ai fait la France en long, en large, en travers. C'est d'une résistance, c'est incroyable. C'est pas un truc compliqué, quoi. Bien entretenu, bien machin, c'est fiable. C'est très très fiable, quoi. Et moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as des goûts éclectiques. C'est-à-dire que tu n'es pas comme certains collectionneurs monomarques, monomodèles. En fait, t'aimes des choses très variées. Ouais, j'adore. Moi, j'ai commencé avec rien et je me fais autant plaisir dans une 2 chevaux, mais très sincèrement. Pour moi, monter dans une voiture, c'est une aventure. J'ai un voyage qui commence. Je me mets au volant et ça y est, je suis parti. Pour que François ressente les mêmes sensations, Charlotte l'invite à prendre place à bord de son Spider. Et le tableau de bord lui rappelle direct la Dino qu'il restaure. C'est drôle parce que moi, comme je suis en train de restaurer donc la même mais en coupé, il y a quelques accessoires d'accastillage qui sont identiques. C'est-à-dire que j'ai les mêmes éléments, le même volant, les mêmes aérateurs, les mêmes compteurs, les mêmes boutons. C'est qu'évidemment, on optimise, donc il y a un certain nombre de pièces qui sont communes. Les Commodo, par exemple, tu les retrouves sur pratiquement toute la gamme Fiat de l'époque. Bon, il n'y a plus qu'à démarrer. Faut que je t'explique ou tu vas Oh, ça devrait y aller. C'est clair que pour passer le coup de clé, François a un bon coup de poignet. Alors, vas-y, envoie un peu, vas-y. C'est juste magique. Enfin, moi, déjà, moi, quand j'entends ça, je suis déjà ailleurs. On est dans une symphonie. Avec cette sonorité irrésistible, François ressent dans tout l'habitacle les gènes du V6 Made in Maranello. Rien de tel pour lancer la Spider sur route et en savoir un peu plus sur l'histoire de cette voiture. Finalement, tu l'as trouvée comment, celle-ci? Alors, donc, on cherche pendant 10 ans cette voiture. Fiat Dino 2004, il y en a 420 produites. Rares. Voilà, il n'y en a plus, bon voilà, etc. On a fait l'Europe pendant 3 ans, je crois qu'on en a vu 3. Pas belle, carrosserie, moteur, enfin bon, voilà. C'est pas ce que tu voulais. Et à un moment, jette l'éponge, je dis, mais c'est pas grave, il y a des tas d'autres jolies voitures, on trouvera autre chose, et pourquoi pas même une 404 que j'adore, etc. Bon. Et là, mes amis m'appellent en me disant, écoute Chacha, vente Arcurial, il y a un Fiat Dino 2004 jaune, c'est-à-dire en vente. Et là, mais je te jure, mais le choc. Et je suis venu flanquer de tous mes amis cette vente Arcurial, et c'est la première fois que je crois que c'est la première fois que je l'ai dans une vente aux enchères. Mais vraiment, mais c'est un signe de destin. Voilà, donc pour moi, cette voiture, c'est une histoire, mais c'est mon histoire aussi avec l'automobile. On l'aura bien compris, quand Charlotte a un objectif en tête, elle y va à fond. Faut dire que niveau défi automobile, rien ne l'arrête. Donc tu commences les rallyes en 2016. Écoute, voilà, le hasard veut qu'en 2016, mes amis qui me connaissent bien me disent, mais t'adores les voitures, t'adores la Corse, faut absolument que tu fasses le Tour de Corse. Eh oui. Et autant te dire que quand j'ai débarqué à Porto Vecchio, je savais même pas ce que c'était. On va dire, mais attends, t'as un casque? Ah non, moi j'étais en espadrille. Et ah bon, faut un casque? Ouais, peut-être une combi. Vraiment, j'ai débarqué là-dedans. Et donc, on attaque par les aiguilles de Bavel. Je dis, mais où je suis où là? J'ai eu la trouille de ma vie. Et en même temps, c'est drôle, ce que j'aime en voiture, ce que j'aime, et ça s'appelle le rallye. Après ce petit échange entre passionnés de course automobile, François n'a qu'une envie, partir pied au plancher pour faire rugir la bête sur le bitume. Ah, ça chante. Vas-y. Ça chante. Voilà. Magique. Tout de suite, ça prend des tours. Et alors, quand tu rétrogrades, c'est pareil, c'est vrai, voilà, dès que et la boîte, dès qu'elle est un peu chaude et tout, ça passe tout seul. C'est pas une boîte qui accroche, une boîte facile. C'est vraiment... Il n'y a pas de piège, ça freine droit. Voilà, c'est pas un truc à partir du cul ou qui... Tu vois, c'est vraiment... Ce qui est extra, c'est de se dire que cette voiture a été conçue, bien sûr, il y a plus d'un demi-siècle aujourd'hui.
et que ça reste en fait une voiture très utilisable tous les jours, Complètement. c'est un vrai bonheur. Je suis là toute la journée, 15 jours, on part d'ailleurs. On rentre pas. Allez, Allez, go. allons-y. C'est parti. Allons-y. On a un téléphone, une carte bleue, une bagnole. Voilà, parce tout que- va bien. Même si cette Dino Spider cabriolet provoque des sensations d'évasion, François va devoir remettre à plus tard la petite escapade avec sa pote et retrouver son duo d'experts pour la restauration de sa Dino. Septième jour de travaux. Après sa petite virée avec sa pote, François revient aux affaires pour rejoindre son duo de choc. En arrivant, Messieurs, il pose direct ses yeux sur comment une ça va pièce bien? mécanique Ça va, qui tais-toi, brille hein. de mille Belle feux. forme, ça c'est beau. C'est beau, hein. T'as vu un peu. Ça sort le rectifiant. Absolument. Tout beau, tout neuf, des pistons tout neufs. Oui, il en manque un. Après étude. Je l'ai gardé pour ouais, toi. mais ça c'est pour mettre les billets de banque. Ah quand tu d'accord. vas à Ah l'étranger. ok, quand j'irai en Suisse. D'accord. D'ailleurs, en parlant de voyage en Suisse ou autre, J'ai trouvé 2-3 hôtels à Florence. Florence. Par contre, je compte pas prendre une chambre Pour deux. Ah bon? Non, non. nous on met les bouchées doubles pour avancer sur sa voiture, c'est quand même le but du jour. Gwen a fait quand même des recherches pour trouver des hôtels, mais c'est François qui va payer, il n'y a pas de sujet. Hein. Bon, après études métrologiques, après contrôle, ben, en fait, les pistons, c'était pour les bons. Les alaisages étaient trop grands par rapport aux pistons, d'où la consommation d'huile, d'où le jeu entre les pistons et les cylindres. Les segments faisaient plus office d'étanchéité. C'est pour ça que ça consommait un peu d'huile et que ça tournait pas comme il fallait et que la voiture fumait. Donc là, rectifié, état de surface parfait, piston neuf, segment neuf. Donc là, normalement, si tout va bien. Tout va bien. Donc là, le but, bah, c'est d'aller monter les pistons dans les cylindres. Ouais. Du coup, là, on va retourner le moteur pour monter le vilebrequin, parce qu'avant de monter les pistons, on va monter le vilebrequin en dessous. Donc on va enlever les pistons, ça tu peux faire. Et c'est compliqué. Hein. C'est parti pour l'apprenti du jour qui enlève délicatement les pistons. Puis tourne le moteur à l'aide d'une manivelle. Tournez, tournez. Si François a décidé d'ambiancer l'atelier, Gwen, lui, reste concentré. C'est de concert que nos deux spécialistes enlèvent les paliers pour la pose du vilebrequin, sous le regard aiguisé d'Olivier. Olivier, inspecteur des travaux finis, ça vient Ah bah attends, C'est ça les cadors. il faut toujours un chef. Toujours. Ça, c'est comme sur un bateau, si t'as pas le capitaine, c'est le bazar. C'est clair qu'avec Olivier en capitaine de navire, ça file droit. Gwen, son marin de la mécanique, guide parfaitement les manœuvres en enchaînant avec une mise en huile des paliers. Les paliers de vilebrequin se trouvent dans le bloc moteur. Ils ont besoin d'une alimentation en huile afin de réduire la résistance au frottement. C'est la raison pour laquelle une mise en huile s'impose. Toujours monter avec de l'huile, hein, faut pas avoir peur de mettre de l'huile, Faut être généreux, systématique. Ah, généreux dans l'huile. Vient ensuite l'installation du vilebrequin avec un François, comment dire, qui manque d'adresse et surtout d'habileté. 7000 tours minute. Là, si tu le prends comme ça, tu pourras pas le mettre. Tu vas te mettre les doigts dedans et tu vas servir Faut de que tu coussinet prennes le de miel. maneton, là. Non. Non, pas comme ça. Eh. Ah là, bien. Voilà, déjà. Non, là, t'es pas dans les bons, là. T'es pas, T'es pas bien, là. Il manque un cran? Bah oui. Ah bah oui. Allez, Là, on tu vas resoulève. mélanger les cylindres. Des câbles. Bien, là. Ah là là. Eh, c'est comme Non, tous mais les me métiers. lâche pas. C'est me comme lâche tous pas. les métiers, les gars. Mais sois attentif, arrête de parler. Regarde ce que tu fais. Qu'il est exigeant. Normal, quand on est tanké comme Olivier, il n'y a pas de place à l'à peu près. Ça bouge un peu, donc on va... Tu vois? Donc là, il manque quelque chose, il manque... Les cales de latéral. Voilà. Parce que tu as des petites cales que tu insères sur les deux côtés du vilebrequin. D'accord. Sur les deux gros paliers. Pour régler le jeu du vilebrequin. Pas comme ça. C'est Gwen qui se charge de poser les cales sur les deux paliers du vilebrequin. Là, normalement, t'as plus de jeu. Voilà. Bon, on va remettre les paliers. Toutes les pièces sont appareillées, quoi Ouais. qu'il arrive. Tu peux pas les monter à l'envers. D'accord, il y a un Mais détrompeur. voilà, il y a un détrompeur. D'accord. Et tu regardes, tu peux pas les monter Ouais, à ouais. l'envers. Le détrompeur, c'est dans ce sens-là. Pas beau ça? Bon, après, évidemment, on va faire le serrage. Pour cette opération, il faut prendre une clé dynamométrique, un petit coup de poignet et bien stopper au chiffre constructeur. Tu sers à combien là-dessus? 11 kilos. 11 kilos. Alors, toujours pareil, comme une culasse, tu serres toujours en escargot. Ouais. Pour que le vilebrequin, il se mette bien en place partout en même temps. Et si tu serres, si tu commences par là et tu fais comme ça,
Là, quand tu serres à 11 kg, quand tu vas serrer là, si tu desserres là, tu es au moins à 17-18 kg. Ah ouais, c'est ça, il y a un... Donc c'est beaucoup trop, Ouais, tu vois, c'est ça trop, ouais. tire Ouais. dessus. Et là, ça tourne, tu vois, il n'y a plus de jeu, là, c'est beau, c'est magnifique. Bon, on va pouvoir monter les pistons. Parfait. Pour sa rebelote, c'est François qui joue de la manivelle, mais avec cette fois-ci un petit accompagnement musical. Donc là, ce rôtissoir. Allez hop. Il est beau mon poulet, il est beau mon poulet. Après ce petit interlude, place au montage des pistons. Opération très délicate. Parce que c'est là où tu peux casser un segment. Monter les segments dans le bon ordre aussi, ça c'est important. Monter les segments dans le bon ordre. Donc on va tiercer les segments. Voilà. Donc on met les coupes. Un tiers, un tiers, un tiers. Si tiercer les segments de piston est un process important, c'est que cela permet une bonne étanchéité et évite toute fuite d'huile. Gwen passe ensuite à la prochaine étape, la mise en place des colliers à segments. Ça comprime les segments pour pouvoir les glisser à l'intérieur et pas les casser pour pas qu'ils butent sur le Ouais, bord. bien sûr. Tu vois, donc là, Ça va coulisser au fur et à mesure. Voilà. dedans. On tapote avec un petit maillet pour y aller tout doux. Voilà, tout doucement. Gwen place le piston avec sa bielle dans le cylindre. Ah, tu vois, faut bien plaquer le. Pas qu'il y ait de jour entre la sole et tout. Sinon, le segment, il va. Il risque de buter sur le joint Et là, et d'accrocher. ça pète. Ça peut péter. Voilà. C'est la raison pour laquelle Gwen tapote tout doucement sur le piston. Nickel, bravo. T'as vu là un peu, regardez, avec quasiment pas de jeu, juste un petit peu parce que ça se dilate. Ça c'est de la fonte, ça c'est de l'alu. Ah oui, donc il y a deux métaux différents, donc Il y a quand deux le moteur est chaud, de toute manière, il y a... Ça se dilate, Il y a c'est une pour ça dilatation. qu'il faut qu'il y ait du jeu. D'accord. D'où l'utilité des segments. Bien sûr. Pour rattraper ce jeu. Ok. Pour gagner un peu de temps, c'est Gwen qui répète l'opération pour le montage des autres pistons, toujours avec maîtrise et précision. Et pour bien checker le tout, rien de tel que le coup de poignet. Oh là là, regarde, c'est beau. Ça, c'est chouette. C'est beau, c'est beau. Belle mécanique. C'est beau. Bon, magnifique. Gwen enquille avec le montage des goujons, la pose des joints d'étanchéité, et pour l'installation des culasses, c'est François qui s'y colle. Voilà. La culasse, ce sont ces belles pièces-là qui supportent les arbres à cames et les soupapes. Ça, c'est des godets avec les pastilles de réglage Avec ici. une petite pastille de réglage. Ça, l'épaisseur de la pastille, là, il est important. C'est lui qui détermine le jeu entre l'arbre à cames et la soupape. Ah, donc, on a les arbres à cames, ici, qui poussent les godets, là, qui lui-même pousse la soupape. Nos experts déroulent avec le serrage des culasses et la pose des arbres à cames. L'arbre à cames, aussi appelé arbre de distribution, permet de réguler l'ouverture et la fermeture des différentes soupapes, qu'il s'agisse des soupapes d'admission ou d'échappement. François serre ensuite l'ensemble. Non. Tu serres déjà l'étrier et puis tu fais là, et après tu tournes comme ça. Oui, chef. François corrige vite le tir. Donc évidemment, ça c'est serré au couple. Hein. Ah, évidemment. Et attend avec vigilance la prochaine consigne de son mentor. Donc là, on monte les pignons qui vont tendre la chaîne de distribution, qui fait tourner les arbres à cames et qui est entraîné par le vilebrequin. Donc là, comme tu as deux chaînes de distribution, les deux chaînes ne peuvent pas être dans le même axe. Bien sûr. Donc elles sont décalées. Les deux chaînes sont strictement équivalentes en termes de taille. Ouais. On peut monter l'une ou l'autre. L'une ou l'autre. Indifféremment. C'est les deux mêmes. Là, on monte le cache qui tient l'autre côté des arbres. D'accord. Donc il y a deux roulements de chaque côté. Ce qui fait que tes pignons, ils bougent pas. Après, il faut qu'on monte les chaînes. Après, il faut qu'on monte les chaînes. Et les gars, si je peux me permettre, Vas-y, il y a permets-toi. peut-être un truc plus simple, Ouais. puisque le moteur est sur un tourne-broche. Ah, Si on le retourne, la chaîne va descendre. pour une fois, bah dis donc. Il n'a pas qu'une tête pour porter le chapeau. T'es hein. pas venu pour rien, tu vois. Ah bah tiens, Et oui, messieurs, ça fourmille dans la caboche de François. Et c'est en deux coups de poignet qu'il retourne le moteur pour la pose des deux chaînes. Remontage du carter, de la pompe à huile, pose de la pompe à eau, des joints d'arbre à cames et des deux caches. en tout cas, ça commence à avoir de la gueule. C'est beau, hein. Le boulot qui reste, ouais, finir les joints, recontrôler les petits serrages, L'humeur, monter les carter d'huile, tout. les pipes d'admission, les pipes d'échappement, remonter tous les accessoires extérieurs. Petite journée de boulot. Donc si tout va bien, Ouais, ça sent Florence, hein. ça sent Firenze. ça plein nez, là.
Ouais. Lui part. Je vais faire un prévoyage de repérage. D'accord, Hein d'accord. Si jusqu'à présent Olivier et Gwen tiennent bien les rênes du chantier, va falloir que François soit dans la même dynamique et qu'il commence à faire chauffer son téléphone pour l'organisation du voyage dans la capitale de la Toscane. 30e jour de travaux. Si l'atelier est étrangement calme de bon matin, c'est que Gwen prépare son séjour en Toscane. Sono le 4:05. Et pour ça, il potasse un manuel pour s'initier à l'italien. Bah, c'est pas gagné. Hein. Bon, vu le niveau, va falloir étudier encore un peu pour réussir à communiquer avec les belles italiennes. La madre. En attendant, il y a les 2 contremaîtres qui reviennent aux affaires. Qu'est-ce qu'il fait notre ami là? Bah. Ça va, tu bosses dur? Ah bah écoute, on part bien à Florence, hein. T'as payé l'hôtel, ça y est. On est d'accord, C'est réglé. pas de problème. Après avoir rassuré tout le monde avec ses histoires de logistique, François enchaîne avec une annonce importante. J'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Pour nous? Pour nous tous. J'ai peut-être trouvé un acheteur. Et a priori, il est peut-être sur Paris à la fin de la semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que La semaine, elle est... il faut qu'elle soit finie. Bientôt. Ça. François nous annonce qu'il a trouvé un acheteur, ce qui est une bonne nouvelle puisque ça sent en Florence. On va peut-être partir. Par contre, il nous dit qu'il y a 4 jours. Bon, nous, on a bien avancé sur la voiture, mais il ne faut pas qu'on ait de gros soucis quand même dessus parce que 4 jours, c'est court. On a déjà fait beaucoup. Hein, regarde. Oui, je sais. Le moteur est dedans. François reste scotché sur place devant le travail colossal réalisé par Gwen. Avec dépose du train avant. Pose du moteur sur le train. Installation de l'ensemble dans la dyno. Vient ensuite la mise en place de la crémaillère et de toute la ligne d'échappement flambant neuve que François a réussi à dénicher. Après avoir brûlé autant de calories, on comprend mieux pourquoi Gwen s'accorde une petite parenthèse pour préparer son séjour. Je vous laisse, moi je vais aller... Ouais, vas-y. Monsieur Di Stefano. Ouais, si t'as des lacunes, tu me le dis. Tout à fait, ok. Merci, monsieur Gwendolino. Gwendolino. Bandolino. Bah, écoute, là, il n'a pas tourné le moteur encore, donc on va prendre les compressions, au moins on va se donner une idée par rapport à ce qu'on avait, tu vois. Ah bah, tenir partant de la première fois, ça ne peut être que mieux. Bah, j'espère. Je vais prendre l'appareil et puis tu vas te mettre là-bas pour tourner le démarreur. Parfait, mon Olivier. Ça te va? Pendant que François s'installe au volant, Olivier ressort son compressiomètre et le relie vers le puits de bougie. Avec le réalisage du moteur, normalement, tous les voyants doivent être ouverts. Allez, on croise les doigts. Donc pression d'huile, on est taquet. Hein. Allez, la pression d'huile, elle est au maximum, donc ça c'est parfait, on n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. Allez, vas-y. Hop. C'est bon. François scrute Olivier sur ce premier résultat. Alors, est-ce que la compression du cylindre est bonne? Compression, on est bien. Bon, tu vois, tout ce qu'on a fait sur le moteur, les pistons, les soupapes, tout ça, c'est super, on a une bonne compression. Alors, on n'est pas au max, mais ça, c'est normal, c'est parce que le moteur, il faut qu'il se rôde. Contrairement aux moteurs ultra modernes, ça reste des vieux moteurs et ça a besoin de se rôder. Ok. On va remonter les bougies et puis on va mettre en route. Olivier ne perd pas de temps et change les 6 bougies. Vas-y, ça devrait démarrer au quart de tour, je pense. Va t'aider. Apparemment, il n'y a pas de fumée. Bah, c'est bon signe. Donc ça veut dire que l'huile, elle n'est pas brûlée, les segments sont bons. On a besoin d'un petit réglage de carbu quand même, hein, je pense. Laisse-le un peu tourner, tu surveilles la température d'eau. Ok. Et la pression d'huile surtout. Hein. Pour l'instant, tout est nickel. Bon. Toujours avoir un œil dessus. Au moindre truc, tu coupes. Ouais. C'est les yeux rivés sur les cadrans que François veille au grain. Et à entendre cette douce mélodie, le moteur chante bien. Après cette nouvelle rassurante, Olivier se transforme en carburologue pour vérifier la carburation. Pour ça, il a l'appareil de mesure idéal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dépressionnette. D'accord. Ça aspire. Et en fonction de l'aspiration de chaque cylindre, tu as une graduation. En plaçant l'appareil sur chaque carbu,
Olivier va vérifier que les carburateurs ont la même valeur. Pour connaître le bon dosage air-essence, il pose le dépressiomètre directement sur chaque carburateur. Là, on est à 2,5. 2,5. Et 2,5 aussi. Ouais, donc, ça veut dire que 3 carbus sont bien réglés en même temps. D'accord. C'est la synchronisation des carbus. Pour moi, elle tourne bien. Là. Après, on mesure la richesse. Donc, c'est le pourcentage d'essence par rapport à l'air, d'accord, à l'oxygène. Et ça, tu règles par les petites vis ici. D'accord. Qui te mettent plus ou moins d'essence. Ouais. D'accord. Quand un moteur est neuf, il vaut mieux le laisser un peu plus riche. Quand le moteur est neuf, il force. Parce qu'il y a beaucoup de frottement. Bien sûr. Donc il a besoin de plus d'essence. C'est pour ça qu'on augmente la richesse quand un moteur est neuf. D'accord. Quand le moteur est rodé, il est beaucoup plus libre. Donc on peut descendre la richesse. Bon bah écoute, moi ça me va. Hein. C'est donc un sans faute pour ce V6 qui a retrouvé une seconde jeunesse. Il est temps de féliciter un des membres actifs de cette Dream Team. Féliciter Monsieur Gwen. Ça y est, t'as pris l'italien par cœur? Mieux que toi. Mieux que moi. Là, faut pas exagérer quand même. Ah, il va parler italien mieux que nous deux. Bon, non, mais quand je dis quand ça va pas, on râle, mais quand ça va. Il faut le dire aussi. Ouais, c'est bien. C'est bien, t'as bien bossé. Ouais, c'est gentil. Je suis content de toi. T'as tellement bien bossé que maintenant tu vas finir de remonter tout et ta voiture sera prête dans une semaine. Et puis bah, les gars, préparez vos bagages. Ouais. Bon, Monsieur Di Stefano, c'est ça, allez. Monsieur Guendino, Allez. ciao ciao bello. La restauration de la Dino touche bientôt à sa fin. Si nos 3 compères se voient déjà en terrasse avec un bon limoncello, va falloir quand même finaliser la vente dans quelques jours. Espérons que tout se passe sans accroc, sinon ce sera Addio Italia. Damary-Lélis en Seine-et-Marne. C'est dans ce magnifique écrin avec son abbaye cistérienne Notre-Dame du Lys que la Dino prend place. François a trouvé le décor homme idéal pour en mettre plein la vue à son potentiel acheteur et à Olivier. Beau cas, hein. Pas mal, hein. L'abbaye. Il y a un petit devis de restauration. Ah, il y a un petit devis de restauration. Tu veux pas te lancer dans le bâtiment? Et je pense pas. C'est clair que niveau restauration de pierre ancienne, François n'est pas dans son élément. Son credo, c'est plutôt la vente de véhicules anciens. Bon, ouais, ça aussi, c'est beau. Et ça tombe bien avec l'arrivée de son potentiel acheteur. Ah bah tiens, voilà Philippe. tiens, bien. Bonjour messieurs. Donc comme t'as deviné, Olivier est le restaurateur de la voiture. C'est à peine arrivé sur place avec un bonjour esquissé que Philippe est attiré direct par la belle robe de la Dino. La carrosserie est magnifique. Hein. Voilà. Elle est bien lustrée. Ah, on reconnaît bien les italiennes. Hein. Ils ont bien bossé. Après avoir marqué des points avec la carrosserie, François enchaîne avec le gros focus de cette restauration, il motore della bestia. Voilà la bête. Oh là là. Le cœur du sujet. Quel moteur. C'est beau, hein. Bah, c'est un moteur issu de la compète. Hein. Ouais. Alors ça, je peux t'en parler un peu, parce que du coup, on a quand même tout refait dessus. Et quand je te dis tout, c'est tout. On a refait toute la ligne d'arbre, on a refait tous les pistons, on a changé les pistons, les segments, on a refait l'étanchéité des soupapes, des culasses, l'allumage, la carburation, la ligne d'échappement qui est neuve. Et donc là, tout est fait, elle est encore en rodage. Ah, important. Aujourd'hui, on rôde plus de voitures, les moteurs ne se rôdent plus quasiment, mais ça... Là, on est encore à l'ancienne. Si tu l'apprends, il faudra bien rôder le moteur. Non, mais je vois que c'est du joli travail. Hein. Pour en avoir vu d'autres avant, j'avoue que là, franchement, on voit la patte. Philippe est rassuré par la découverte de ce V6 fraîchement restauré. Faut dire qu'avant de se déplacer, il misait littéralement sur cette Dino pour une occasion bien particulière. J'ai envie d'acheter cette voiture pour l'anniversaire de mon épouse qui est italienne. Ah. Et elle adore ces véhicules. Donc quand elle va voir ça, je pense qu'elle va être très contente. Tu veux peut-être l'essayer maintenant? Eh ben, avec plaisir, oui. Ben, il va t'emmener. Pour confirmer les premières impressions de Philippe, rien de tel qu'un test sur route. Et dès l'installation dans l'habitacle, les premières sensations arrivent. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve ce côté années 70. On voit, c'est du pur jus. Hein. Les années 70 vont être les années où on va se dire qu'il faut, pour donner un côté sportif aux voitures, il faut que tout soit en plastique noir. On quitte le chrome et on passe à tout ce qui est plastique noir. Mais là, cette voiture-là, elle est à la limite entre les deux. On y va? Allez, c'est parti. Une fois les ceintures bouclées, Philippe passe le fameux coup de clé tant attendu. Le moteur claironne dans tout l'habitacle et à travers l'ancienne abbaye de Notre-Dame du Lys. De quoi ravir Philippe, ce mélomane de la mécanique. Ah voilà, ça c'est le bruit que je voulais entendre. Hein. Ce moteur en V6, c'est un bruit mythique en fait. Ah, tu vois, c'est une sonorité particulière ce V6. On est sur
sur un moteur issu de la compète qui a une espèce de vivacité sonore qui est particulière. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. C'est sur ces belles paroles que Philippe lance la Dino sur route. Et après quelques mètres, il est déjà dans son élément. Ah, le volant, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est fou. Hein. Ça, c'est vraiment le volant compétition, là. Ah, mais on sent, elle a qu'une envie, c'est de partir. Elle a qu'une envie, c'est de décoller. Ouais. Ça, c'est le genre de voiture, tu t'amuses quand tu es sur autoroute. Quand le rodage sera terminé, ça va être un vrai plaisir. Puis on a une boîte qui est bien maniable. Non, puis elle est confortable. Une tenue de route qui est plutôt agréable. Après avoir apprivoisé la Dino sur les routes du centre-ville, Philippe la lance sur les départementales, histoire de la pousser un peu. On a une vraie sensation de sportive. Et c'est plus agréable que tout à l'heure quand on était en ville. Ah ouais, bah bien sûr. Parce que là, elle est dans son élément, vraiment. Elle a les qualités d'une bonne routière avec un tigre dans le moteur. Un cheval cadré. Il n'en fallait pas tant pour lâcher les chevaux. Philippe met les gaz avec prudence et se délecte de cette belle mélodie. Bon alors, conquis ou pas? Ah, complètement conquis. J'ai retrouvé dans cet épisode conduite les éléments que je voulais retrouver, dont je voulais avoir la sensation. C'est en harmonie complète avec ce que tu souhaitais. De ce que je souhaitais pour faire plaisir à mon épouse. Si visiblement la vente de la Dino est bien engagée pour François, il faut maintenant qu'il prépare le terrain de la négociation. Alors, satisfait? Conquis? Vraiment satisfait, c'était extraordinaire. J'ai retrouvé tout ce que j'attendais. C'était vraiment le haut de gamme de la marque, si tu veux, et cette espèce d'élégance discrète avec ce fameux moteur de course, parce qu'à l'origine c'est un moteur de course. Hein. Donc moi je la mets en vente à 50 000 €. Donc le prix, il est en conséquence, mais c'est le prix aussi logique pour ce type de voiture aujourd'hui. Voilà. Bon, pour être très honnête, moi j'avais pas forcément prévu de mettre autant. Moi je m'étais fixé un budget aux alentours de 46 000 €. Bah écoute, je peux faire un petit effort. Bon, 50 000, c'est... psychologiquement, je vais bien descendre juste en dessous de la barre des 50, tu vois. Bon, allez, 49 si tu veux, mais j'ai quand même beaucoup de frais sur la voiture. Le moteur a été sorti, a été refait. Il y a un budget à tenir. Les chiffres défilent dans la tête de Philippe, qui est pris en étau entre le cadeau qu'il veut faire à sa femme et la raison. C'est une surprise, en fait. Hein. J'achète cette voiture pour ma femme, qui est italienne. Elle est folle de cette voiture. Ouais. Si on se met à 48, ça le fait. Philippe tente une ultime proposition. Mais est-ce que ce sera suffisant pour toucher la corde sensible de François? Bon allez, si ta femme est italienne, que je sais que tu vas en prendre soin, que tu vas la garder... Je pense que la plus heureuse, ça sera ma femme. 48. Allez, merci beaucoup. Et je te donne le porte-clés en Merci bien. Je récupère juste ma valise dans le coffre. Pas de souci. Parce que je dois partir en week-end avec 2 amis. François prend ses affaires et salue Philippe. Bon, écoute, merci. Bonne bien. route. Il est rejoint par Olivier qui s'est éclipsé le temps de la vente et qui trépigne d'impatience à l'idée de partir en week-end. Affaire conclue. Donc on y va? On y va. On n'attend plus que Gwen et on s'en va. Tiens, il est là-bas, regarde. Ah. Allez, hop, allez. on y va. Allez. François sort grand seigneur avec cette vente à 48 000 €. En déboursant 27 000 € à l'achat et 19 000 € de travaux, il a réussi à dégager un joli bénéfice de 2 000 € pour une prochaine restauration. Cette Fiat Dino lui aura permis de vivre une belle aventure humaine et d'offrir à Olivier et Gwen une virée à Florence.